Bien, là, il est 9h30, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça fait très plaisir de revoir les auditeurs fidèles et ça me fait tout autant plaisir de voir des nouveaux éditeurs. Donc, bienvenue à tous dans ce cours. Donc, ce cours de cette année, je vais le consacrer aux solitons. Alors, les solitons, c'est des objets qui sont vraiment des objets magnifiques, j'ai envie de dire, surprenants, tant sur le plan physique que sur le plan mathématique. C'est des objets qui ont une histoire compliquée, comme je vais essayer de vous le raconter au début. On les a découverts, puis réoubliés, puis redécouverts, puis réoubliés. Et puis je dirais que maintenant, depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années, ils n'ont pas quitté le devant de la scène. Et donc, moi, je vais vous parler de solitons sur une plateforme bien précise, qui est la plateforme des ondes de matière, des superfluides. Mais ce que j'aimerais faire dans ce cours, c'est essayer de donner des éclairages sur différents aspects de cette science des solitons, qui après peuvent se retrouver dans des phénomènes qu'on observe sur beaucoup d'autres plateformes. Alors, comme toujours, il y a les diapositives que vous pouvez télécharger, il y a les notes de cours qui sont imprimées, donc il y en a dehors, puis il y en a aussi ici, c'est pour ceux qui n'ont pas pris. Et puis, cette année, j'essaie de mettre un flashcode, donc si ça marche, si ça ne marche pas, dites-le moi, et puis si ça marche, je crois que ça a marché pour certains, dites-le moi aussi, ça veut dire que je maîtrise cette nouvelle technologie. Bien, alors, les solitons, comme je vous le dis, c'est quelque chose qui a été découvert puis oublié. En fait, on connaît vraiment la date de naissance du premier soliton, disons, scientifique, c'est-à-dire documenté dans la littérature scientifique. Ça date d'août 1834, et c'est un ingénieur civil, John Scott Russell, qui était écossais, qui était en charge de l'inspection de tous les canaux d'Écosse. Et John Scott Russell raconte donc que pendant ce mois d'août 1834, il inspectait le canal qu'on appelle le Union Canal, qui relie Édimbourg et Glasgow. Et il était à cheval sur le chemin de halage au bord du canal. Et il regardait un bateau qui était en train de naviguer. Et ce bateau, brusquement, s'est arrêté. Et là, je cite Scott Russell. Quand le bateau s'est arrêté, il y a une vague qui a été générée à l'avant du bateau, a round, smooth and well-defined heap of water, donc une vague. Et cette vague, donc, s'est propagée le long du canal, a continué alors que le bateau, lui, s'était arrêté. Donc, continue discourse along the channel, sans changer de forme et sans changer sa vitesse, sans diminuer sa vitesse. Et je l'ai suivi à cheval, à une vitesse de 8 ou 9 miles à l'heure. Il vaut mieux être à cheval, parce que si on court, c'est assez rapide, 9 miles à l'heure. Donc il l'a suivi à cheval pendant une longue durée, et cette vague se propageait sans changer de forme. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques principales des solitons, c'est la possibilité pour une onde de se propager sans atténuation notable, et sans déformation non plus. Alors, Russell a ensuite passé 10 ans de sa vie à essayer de comprendre ces solitons, les comprendre à la fois sur le plan expérimental et puis également sur le plan mathématique. Donc sur le plan mathématique, il a écrit des équations, mais il faisait avec les moyens du bord, si je puis dire. Sur le plan expérimental, il a construit dans son jardin un grand bassin de 10 mètres de long pour essayer de générer ces vagues et de les étudier. Et puis après 10 ans, il a essayé de publier ses résultats. Et ça n'a pas été un franc succès. Disons que les scientifiques de l'époque, comme Stokes et puis Airy, aussi l'astronome, se sont vraiment opposés à ce que Russell écrivait. Comme je dis, sur le plan mathématique, ça ne tenait pas forcément bien la route, ce qu'il écrivait. Sur le plan expérimental, ce n'était pas non plus parfait comme documentation. Et puis, le point qu'avaient Scott et Airy, c'est qu'à l'époque, tout ce qu'ils savaient faire, c'est de la physique linéaire. C'était donc linéariser des équations d'ondes éventuellement, donc la physique linéaire. Et les solitons sont des objets, comme on va le voir, qui sont intrinsèquement non linéaires. Donc il n'était pas question d'espérer rendre compte des solitons avec les outils de l'époque, même ceux que possédaient Stokes ou Airy. Donc Russell va être assez découragé après ces 10 ans de travail qui finalement sont infructueux. Donc ça va retomber dans l'oubli. Et puis, un peu plus tard, donc là on est maintenant en 1871, le français Boussinesq, et puis quelques années après Rayleigh, et ensuite les Hollandais Korteweg et De Vries vont redécouvrir ce problème des solitons, et en particulier Korteweg et De Vries ont écrit une équation qui permet de les expliquer.
Alors il semble que cette équation ait d'abord été écrite par Boussinesq en 1877. Il y a eu un très bel article de Olivier Darrigol sur ce sujet, sur la découverte de l'équation qu'on appelle maintenant l'équation KdV, Korteweg-de Vries, et qui explique la contribution de Boussinesq à cette chose-là. Alors l'équation de Korteweg-de Vries, qui est donc une équation qui est écrite pour essayer de décrire le mouvement d'ondes dans une eau peu profonde, elle est écrite ici. Donc elle est relativement simple. Hein. Le premier terme que vous avez ici, c'est une dérivée par rapport au temps, dérivée première. Quand j'écris U petit t, c'est du sur dt. U, c'est l'élévation de la surface de l'eau, c'est donc un champ. On est dans un canal à une dimension, donc ça dépend d'une dimension de l'espace x, et puis ça dépend du temps. Donc ce que j'écris ici, U petit t, c'est le du sur dt, plus un autre terme linéaire qui est la dérivée troisième de U par rapport à x, donc je note U xxx, et puis un terme non linéaire qui est donc le produit de U par sa dérivée première par rapport à l'espace Ux. Et avec cette équation, eh bien, Korteweg et de Vries permettent d'expliquer pas mal de choses. Alors j'espère que le film va passer, là, si je le lance. Non, il n'est pas passé. Alors je reviens en arrière quand même, je réessaye, je retente. Non, c'est marrant, ça a marché pendant la répétition. Bon, c'est pas très grave. C'est un film que vous pouvez trouver sur Wikipédia. C'est un film où on voit une onde, donc régie par, son équation est régie par cette équation qui est là. Et ce qu'on voit, c'est que l'onde déferle. Et une fois qu'elle a déferlé, on voit des trains, donc, qui sont des solitons en fait, des trains de petits paquets qui se propagent sans déformation. Voilà. Donc ça, c'est la première explication mathématique d'un soliton qui est quand même venue nettement après la première observation expérimentale faite par Russell. Et puis, on est donc à la fin du XIXe siècle, ça va retomber de nouveau dans l'oubli. C'est-à-dire que, bon, on a une équation qui rend compte, au moins en eau peu profonde, de ces solitons, mais les gens vont arrêter de travailler là-dessus, aussi bien les mathématiciens que les physiciens, jusqu'en 1953. En 1953, on propose à Fermi, le grand physicien Fermi, de disposer d'un ordinateur qu'on venait de construire, qui s'appelle le MANIAC, je vous dirai dans un instant ce que veut dire cet acronyme, de disposer de cet ordinateur pour faire des choses intéressantes. Alors à l'époque, les ordinateurs, c'était balbutiant, hein, et c'était surtout utilisé pour faire des opérations type multiplication, pour aller un peu plus vite. Mais Fermi va, avec ses collègues, inventer ce qu'on peut appeler la première expérience numérique, c'est-à-dire utiliser un ordinateur, pas seulement pour faire un calcul un peu basique, mais essayer de faire avec du numérique des choses qu'on ne sait pas faire analytiquement. Et le problème que se pose Fermi, c'est d'essayer de voir l'atteinte à l'équilibre thermodynamique, l'équipartition de l'énergie, si vous voulez. Donc pour ça, il se dit, on va mettre sur cet ordinateur des oscillateurs, on va les coupler ensemble, et on va les coupler de manière non linéaire. Si on se contente de les coupler de manière linéaire, on sait qu'on peut décomposer en mode propre, et puis chaque mode propre, par définition, vivra sa vie, et il n'y aura pas de termes croisés entre les modes. Donc là, il n'y aura pas d'équipartition de l'énergie. En revanche, si on met un couplage non linéaire entre modes, alors là, à ce moment-là, on peut espérer qu'en mettant de l'énergie initialement dans un mode, cette énergie va se transférer aux autres modes, et au temps long, on va obtenir ce qu'on appelle l'équipartition de l'énergie, c'est-à-dire que le système aura pris une température effective, qui sera une fonction de l'énergie qu'on aura mise au départ, avec 1,5 de kT par mode, comme on apprend quand on apprend la thermodynamique. Donc, Fermi fait ça donc avec ses collaborateurs, Pasta, Ulam et Tsingu. Ils mettent 64 oscillateurs, donc c'était le maximum qu'ils pouvaient faire sur leur machine. Et à leur grande surprise, ils ne trouvent pas de signature de l'équipartition. Alors là, je vous ai mis la figure qui est dans la note faite par Fermi et ses collaborateurs. Hein. Ce que vous avez ici, c'est l'énergie mise dans les différents modes. Donc ça, c'est un des modes de plus basse énergie. Initialement, ils mettent toute l'énergie dans ce mode-là. Donc au départ, tout se passe bien, c'est-à-dire que, enfin tout se passe bien, tout se passe comme attendu, c'est-à-dire que l'énergie dans le mode principal, enfin dans le mode peuplé, décroît, et puis plein d'autres modes poussent. Mais au bout d'un certain temps, ce qu'ils trouvent, c'est que finalement toute l'énergie revient dans le mode initial. Donc il n'y a pas d'irréversibilité au sens où l'attendait Fermi dans ce système. Il y a réapparition périodique de l'énergie dans le mode, en dépit du fait qu'ils avaient mis un couplage non linéaire entre les différents modes.
Alors, pour la petite histoire, cet article, ce n'est pas vraiment un article, hein, tout ça s'est passé à Los Alamos, l'ordinateur avait été construit pour faire des calculs de bombes, donc c'est des rapports classifiés, et pendant très longtemps, le rapport a quand même diffusé, et on a parlé du rapport de Fermi-Ulam-Pasta, enfin Fermi-Pasta-Ulam. Et la raison pour ça, c'est que quand on va lire le rapport, on voit que le travail a été fait par Fermi, Pasta, Ulam et Madame Tsingou, Marie, mais le rapport a été écrit seulement par Fermi, Pasta et Ulam. Et donc, c'est passé à la postérité seulement sous le nom des 3 premiers auteurs, qui sont 3 hommes, et comme par hasard, la dame avait été oubliée. Il y a un très bel article de Thierry Dauxois dans Physics Today, il y a une vingtaine d'années, qui rend toute sa gloire à Madame Tsingou pour dire qu'elle a effectivement fait le travail. Alors on peut dire, bon, elle n'a pas écrit l'article, donc c'est peut-être pour ça, mais en fait Fermi non plus n'a pas écrit l'article, parce que Fermi est mort en 1954 et l'article est sorti en 1955, enfin le rapport a été publié en 1955, donc en fait c'est Pasta et Ulam qui ont écrit l'article, simplement ils ont quand même trouvé bon d'ajouter le nom de Fermi, mais ils ont oublié la 4e personne. Voilà. Bon. Alors, cet ordinateur, juste pour la petite histoire, hein, pourquoi il s'appelle MANIAC? Ça veut dire Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Automatic Computer. Le voilà, vous l'avez en photo. Toujours pour la petite histoire, donc c'est un ordinateur qui a été construit par Nicolas Metropolis, c'est John Feunemann qui avait proposé l'architecture de l'ordinateur, et c'est le premier ordinateur qui a battu un humain aux échecs. Alors, c'était des échecs un petit peu réduits, c'était un échiquier 6 par 6, il n'y avait pas de fou, parce que l'ordinateur n'était pas capable de faire un 8 par 8, et il mettait quand même 20 minutes pour répondre à chaque coup. Et l'humain qui l'a battu aux échecs, c'était un assistant dans le laboratoire qui avait appris les règles du jeu d'échecs la semaine précédente. Voilà. Donc, il faut relativiser la puissance de calcul de l'ordinateur. Mais néanmoins, pour le problème de Fermi, Pasta, Ulam, Tsingou, c'était vraiment important. Donc, Pasta et Ulam vont aller dans les conférences en racontant leurs résultats. Ça ne va pas susciter beaucoup de recherches jusqu'à 10 ans plus tard, Zabusky et Kruskal, qui se repenchent, qui ont de nouveau un ordinateur plus puissant maintenant, ils se repenchent sur ce problème de Fermi et al. Et ils font le lien avec l'équation de Korteweg-de Vries, c'est-à-dire qu'ils montrent que l'équation KdV, en fait, est sous-jacente dans le problème étudié par Fermi et ses collaborateurs. Et ce qu'ils voient, c'est qu'il y a en fait, dans la dynamique de ce système, il y a des ondes solitaires qui apparaissent, et ces ondes solitaires sont étonnamment robustes. Et c'est pour ça, ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est un système intégrable, hein, et ces ondes solitaires sont étonnamment robustes, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas l'équipartition de l'énergie dans le système. Et c'est eux qui vont introduire le mot soliton. Alors, initialement, ils ne voulaient pas appeler ça soliton, ils voulaient appeler ça solitron, comme électron, ça sonnait mieux, mais le mot solitron était déjà pris, c'était le nom d'une compagnie, donc il y avait un copyright, donc finalement, ils se sont rabattus sur soliton. Et la probabilité qu'ils voient de ces solitons, donc qui n'avaient pas été vus avant, c'est que les solitons peuvent se collisionner, enfin, peuvent collisionner, s'interpénétrer et ressortir absolument intacts de la collision. Ça, on va le revoir ensemble tout à l'heure, mais c'est pour ça qu'il leur attribue la sorte de propriété de particules. Vous voyez, les solitons passent les uns à travers les autres sans perdre leur identité. Nous avons ici un processus physique non linéaire dans lequel des pulses localisés, donc ces solitons, c'est comme la vague de Russell, ne diffusent pas de manière irréversible. Voilà. Et donc là, on est en 65, et là, je dirais à partir de 65, les solitons ne vont plus quitter le devant de la scène, c'est-à-dire que là, les mathématiciens vont s'en emparer, vont démontrer des choses magnifiques qu'on étudiera ensemble la semaine prochaine. C'est ce qu'on appelle la méthode IST, je vais en dire un mot dans un instant. Et voilà. Et depuis on regarde des solitons un peu partout. Je vous montre ici quelques endroits où on regarde des solitons. Donc, vous les trouvez en hydrodynamique, mais ça, c'est les tout premiers de Scott Russell. Là, vous avez une très belle vague solitonique qui se propage. Vous les trouvez en physique atmosphérique avec ces structures de nuages. Les solitons ont joué un rôle très important dans l'étude de la propagation dans les fibres optiques, d'impulsions lumineuses dans les fibres optiques. Vous les trouvez aussi en maths, évidemment, et en maths physique théorique, avec toute la théorie des systèmes intégrables. En chimie, la conduction électrique des polymères est liée aux solitons. Il y a eu un prix Nobel là-dessus.
En biologie, vous les trouvez aussi, à la fois dans les dynamiques des protéines et de l'ADN. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un livre qui m'a beaucoup servi pour préparer ce cours, qui est le livre donc, de Thierry Dauxois et de Michel Perrard, qui a une grande partie consacrée aux solitons en biologie. Et puis, depuis 25 ans, eh bien, les solitons, on les trouve dans les ondes de matière cohérente. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui et dans la suite de ce cours. C'est donc des gaz d'atomes froids décrits par une fonction d'onde macroscopique et avec une non-linéarité suffisante pour générer ces solitons, comme on va le voir. Voilà, alors le plan du cours sera le suivant. On va voir cette année seulement 4 cours. La raison en est que j'ai fait déjà une série de cours en janvier à Grenoble. Donc on peut au Collège de France ne pas faire que des cours à Paris. C'est le Collège de France, ce n'est pas le Collège de Paris. Donc là, j'ai délocalisé une partie des cours à Grenoble. Et donc, il y aura 4 cours cette année, non pas 6. Mais voilà le plan pour ces 4 cours. Aujourd'hui, c'est une introduction. Aujourd'hui, si je puis dire, on va s'intéresser aux solitons brillants. Et la semaine prochaine, on va continuer avec les solitons brillants, mais là, on passera des aspects mathématiques relativement subtils et complexes, mais qui sont vraiment magnifiques, qui est la méthode IST. La méthode IST, ça veut dire en anglais Inverse Scattering Transform, c'est ce qu'on peut traduire par méthode d'inversion des données de diffusion. C'est une méthode très puissante pour étudier ces problèmes non linéaires, mais intégrables. Et puis, dans les cours suivants, les 3 et le 4, eh bien, on regardera d'autres types de solitons. Dans le cours 3, ce sera les solitons gris, et dans le cours 4, des solitons plus compliqués, décrits par une équation d'onde qui ne sera plus une équation d'onde scalaire, mais une équation d'onde vectorielle, spinorielle, si vous voulez. Ce sont les solitons magnétiques, et on mettra en évidence un phénomène tout à fait étonnant, on peut, avec ces solitons, générer ce qu'on appelle des oscillations de blocs, qu'on a l'habitude de voir dans des contextes notablement différents. Voilà. Alors, comme toujours, ces cours sont accompagnés de séminaires. Tout à l'heure, on aura le plaisir d'écouter Thorsten Schum, qui va nous parler de ce que je pense être une révolution en physique atomique. Le mot, je pense, n'est pas trop fort. C'est le fait qu'on peut maintenant, depuis quelques mois, enfin, c'est Thorsten et ses collaborateurs qui l'ont montré, utiliser un faisceau laser, non pas pour exciter une transition d'électronique dans un atome, mais pour exciter une transition à l'intérieur d'un noyau. Donc ça peut être une révolution en physique atomique et en physique nucléaire. Donc voilà, Thorsten nous parlera de ça. Et puis, je vous ai mis la liste des séminaires des semaines suivantes, avec Jérôme Dubail la semaine prochaine, Jacqueline Bloch dans 2 semaines et Thierry Jamarki dans 3 semaines. Et je vous signale également que le 11 avril, on aura un mini-workshop, un mini-atelier pour parler français, co-organisé avec Sylvain Sabène autour de la matière topologique, toujours avec des atomes et des photons. Voilà. Donc je commence par le cours d'aujourd'hui, à proprement parler, qui va porter donc sur les solitons brillants. Bien. Donc dans ce cours, on va s'intéresser à un gaz de Bose, donc possibilité de le décrire par une fonction d'onde macroscopique, et on va supposer que les atomes interagissent entre eux par une interaction qu'on va prendre de contact, distribution de Dirac, delta de R1 moins R2, et cette interaction de contact, je vais la supposer attractive. Donc les atomes auront envie de former des paquets ensemble, et la question est de savoir est-ce que ces paquets sont stables et quelles sont leurs caractéristiques. Donc je commencerai par le cas le plus simple, qui est le cas d'un soliton brillant au repos. Ensuite, à peine plus compliqué, on regardera ce qui se passe quand ce soliton est en mouvement. Et puis après, on essaiera d'aller vers des choses encore un peu plus compliquées, qui sont ce qui se passe quand on a plusieurs solitons. Là, vous avez un exemple où vous en avez vraiment beaucoup. Donc, on regardera les collisions que ces solitons peuvent faire entre eux. La notion d'instabilité modulationnelle aussi et de train de solitons. Et puis, je finirai par dire quelques mots donc, de ces gaz de solitons. Vous en avez vraiment beaucoup comme ça. Et puis, ce qu'on appelle les ondes scélérates, rogue wave en anglais, bien connues des marins et qu'on peut essayer de reproduire avec ces systèmes donc, de physique non linéaire. Voilà le plan pour aujourd'hui. Donc, je commence par le soliton brillant au repos et donc par la manière dont on va décrire notre gaz. Et ça, je vais commencer à le faire au tableau. Voilà, donc ça devrait s'allumer. Oui. Voilà, donc on va
prendre un gaz qu'on va décrire par une fonction macroscopique que je vais noter. Donc, c'est un gaz à une dimension, donc je vais noter psi de x et de t. Donc, on prend grand N particules qui sont des bosons. Et je les décris donc par une fonction d'onde psi de x et de t. Et grand N, c'est donc l'intégrale de module de psi de x et de t au carré dx. Voilà. Ces n particules, donc, elles sont en interaction. Et je vais donc écrire l'énergie d'interaction pour ces n particules. Donc, c'est ce qu'on appelle la fonctionnelle d'énergie de Gross-Pitayevsky. Donc il y a une fonction grand E de psi, et qui a deux termes. Le premier terme, c'est le terme d'énergie cinétique, et le second, c'est le terme d'interaction entre les particules. Donc le terme d'énergie cinétique, c'est donc un terme qui serait en physique classique 1/8 de mv2. V, la vitesse, vous savez qu'en physique quantique, c'est lié au gradient de la fonction d'onde. Donc l'énergie E de psi, c'est l'intégrale sur tout l'espace. Donc je suis à une dimension, ça va donc être un dψ sur dx en module au carré dx. Ça, c'est donc l'énergie cinétique. L'intégrale se fait, disons, de moins l'infini à plus l'infini, si mes particules peuvent bouger sur tout l'axe des x. Sinon, je reste dans une boîte, je restreins entre 0 à grand L. Donc ça, c'est donc l'énergie cinétique. Et puis j'ai l'énergie d'interaction, qui est donc une énergie que je vais prendre pour l'instant un potentiel V de x moins x'. Donc je vais prendre la densité au point x, la densité au point x', qui interagissent via le potentiel x moins x'. Et il faut que je compte qu'une seule fois l'interaction de x à x'. Donc je mets un 1/2 devant. L'intégrale double de la densité au point x, qui est donc psi de x en module au carré, la densité au point x', psi de x' en module au carré, et puis V de x moins x'. Et intégré sur dx et dx'. Voilà, donc ça c'est l'énergie d'interaction de mon système. Et je vérifie que je n'ai rien oublié. Je vais donc faire ce que je disais tout à l'heure, me limiter à des interactions de contact. Donc je prends un V de x moins x', qui est petit g delta de x moins x', avec, si g négatif, quelque chose d'attractif, c'est-à-dire que je baisse mon énergie quand je mets mes particules l'une sur l'autre, et si au contraire, si je prends g positif, c'est répulsif. Donc nous, aujourd'hui, on va se limiter au cas attractif, g négatif. Alors quand je fais ça, eh bien, mon E de psi se simplifie. L'énergie cinétique, elle, n'est pas modifiée, c'est toujours h bar carré sur 2m, l'intégrale de dψ sur dx en module au carré dx, plus, donc là, V de x moins x', c'est un Dirac, donc tout ce qui me reste, c'est une seule variable x. Le petit g, je le mets en facteur, g sur 2, l'intégrale de psi de x en module à la puissance 4 dx. Voilà, donc ça, c'est ma fonctionnelle d'énergie de Gross-Pitayevsky, dont je vais déduire finalement toutes les propriétés qui m'intéressent. Alors, quelle est l'équation de mouvement pour psi? Donc ça, c'est l'énergie. Pour l'établir, la procédure standard, c'est écrire un Lagrangien et puis donc, écrire les équations d'Euler-Lagrange. Donc ça, je ne vais pas le refaire. Hein. On a eu l'occasion de le faire plusieurs fois dans ce cours. Donc là, je vais juste vous donner l'équation finale de mouvement pour psi. C'est ce qu'on appelle donc l'équation de Schrödinger non linéaire. Non linéaire, ou équation de Gross-Pitayevsky, qui est donc la structure suivante, IH bar dψ sur dt égale, donc ça c'est la partie temporelle, quelque chose qui vient de l'énergie cinétique, qui est moins h bar carré sur 2m, la dérivée seconde de psi par rapport à x, et puis le terme qui vient d'ici, qui vaut plus g
module de psi carré fois psi. Voilà. Donc, c'est l'équation, encore une fois, qu'on dérive à partir des premiers principes, à partir de la fonction de l'énergie qui est écrite à gauche. Voilà. Alors, cette équation, c'est donc sur elle qu'on va travailler. C'est assez commode de l'écrire avec des variables sans dimension. C'est ce que je mets ici. C'est assez commode d'écrire avec des variables sans dimension parce que là, ça dépend quand même de 3 paramètres, h bar, m et g, et on a vite fait d'étudier plusieurs fois le même cas simplement parce qu'on varie les 2 paramètres indépendamment. Donc, en fait, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que cette équation, elle peut s'écrire de manière très simple si je passe avec des quantités adimensionnées. Alors, pour ça, je vais poser x tilde égale x sur x0, où x0 ce sera mon échelle de longueur. Je vais poser t tilde égale t sur t0. T0 sera mon échelle de temps. Et puis, comme j'ai affaire à une équation non linéaire, il faut aussi que je m'interroge sur quelle est la bonne fonction pertinente. Alors, je vais introduire une fonction petit u, qui sera une fonction donc, de x et de t, qui va être reliée à psi. Mais quand je regarde comment se comporte psi, vous voyez, grand N, ici, le nombre de particules, c'est psi carré, enfin l'intégrale de psi carré. Donc psi varie comme racine de n. Donc pour petit u, je vais prendre proportionnel à psi, mais je vais mettre un 1 sur racine de n devant. Et puis, par ailleurs, si je regarde la dimension de psi, grand N ici est un nombre sans dimension, et là, j'ai mon dx qui est homogène à une longueur, donc ça veut dire que psi est en 1 sur racine d'une longueur. Donc pour avoir une quantité sans dimension, il faut que je multiplie ici par une racine de longueur. Donc si j'introduis la x0 comme échelle de longueur, je mets une racine de x0 ici. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de réécrire. Pour l'instant, je ne vous dis pas ce que je prends pour x0, t0 enfin x0 et t0, mais je vous propose de réécrire cette équation avec ces variables, et puis on va voir quel est le bon choix. Donc si je réécris cette même équation avec ces variables, je vais avoir ici un IH bar sur t0, donc du sur dt tilde. C'est un peu pédestre, mais je préfère le faire tranquillement parce que parfois il y a des mauvaises compréhensions. Là, je vais sortir un x0 et je vais avoir un du d2u sur dx tilde au carré. Et puis ici, donc là, il faut que je fasse attention. Donc j'ai mon g ici, et puis j'ai mon psi carré. Donc psi carré, quand je remplace par u, je sors un grand N sur x0. J'ai n sur x0, donc u carré fois u. Voilà. Alors, voilà mon équation. Donc maintenant, encore une fois, il faut que je choisisse intelligemment x0, t0 et tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce coefficient-là ici, et puis je vais multiplier par 2m x0 sur h bar 2 pour ici n'avoir que moins 1 devant le du sur dx2. Donc quand je fais ça, j'obtiens IH bar sur T0 fois 2m x0 carré sur h bar 2 du sur dt tilde plus, égal moins d2u sur dx tilde carré plus quelque chose que je peux écrire 2 fois, puisque j'ai ce 2 qui sort, et puis ensuite j'ai mon m x0 carré sur h bar 2 fois g n sur x0 fois u carré fois u. Voilà. Bon, donc quel est le bon choix? Eh bien, le bon choix, c'est de dire je vais relier mon échelle de longueur et mon échelle de temps de telle sorte que cette chose-là vaille 1. Donc ça veut dire que je vais prendre t0 ici égale, alors je veux que tout ça vaille 1, donc ça fait t0 égale 2m x0 carré sur h bar. J'espère pas me tromper. C'est bien homogène à un temps, oui. Voilà. Et puis, je vais prendre aussi cette chose-là égale à 1. Donc, je vais prendre m x0 gn sur h bar 2. Alors ça, je veux le prendre égal à 1, mais ce n'est pas forcément égal à 1, parce que je vous ai dit que g pouvait être positif ou négatif. Mon échelle de longueur x0, elle est toujours positive, donc je vais mettre module de g égale 1. Donc voilà, je prends t0 égale ça, et puis x0 que je vais garder dans un coin, parce qu'on va le voir réapparaître souvent. Je prends x0 égale donc h bar 2, je
je ne me trompe pas, sur... c'est bon, c'est ça hein oui. H bar 2 sur M, G, N. Je vérifie que je n'ai pas oublié de facteur 2 ou inverser des nombres. C'est bien ça, H bar 2 sur MGN. Voilà. Et faisant ça, donc, ici j'ai mis une valeur absolue, donc j'obtiens une équation qui est l'équation en variable réduite, qui est la manière la plus commode pour l'écrire. Donc, I, dérivée première par rapport au temps, que j'écris UT, alors je peux mettre un tilde ici, sauf que les tildes, on va les oublier assez rapidement parce que c'est un peu lourd, mais bon, mettons-le pour commencer, plus UXX, c'est lui, plus 2 fois, alors plus ou moins 2 fois U carré U, égale 0. Voilà. Et donc ça, c'est l'équation de Schrödinger non linéaire en variable réduite. C'est celle-là que j'utiliserai quand je ferai des simulations numériques et des choses comme ça. Évidemment, c'est toujours utile de revenir à celle-là, la première, que je peux également encadrer quand on veut calculer des effets physiques réels, pour savoir s'ils sont bien observables ou pas. Alors, j'ai mis plus ou moins ici parce que G peut être ici positif ou négatif. Le signe plus ici correspond au cas attractif. Donc, encore une fois, G négatif, qui va nous intéresser aujourd'hui. Et le signe moins correspond au cas répulsif, qui nous intéressera un petit peu plus tard dans cette série de cours. Voilà, donc là, je pense que j'ai écrit tout ce dont j'avais besoin pour l'instant. Oui, ça doit être bon. Voilà. Alors, quelques propriétés de cette ESNL, équation de Schrödinger non linéaire. Quand j'écris ESNL, c'est équation de Schrödinger non linéaire. Quelques propriétés de cette équation. La première, c'est que le nombre de particules est conservé. Donc, le nombre de particules, je l'ai écrit ici, et je l'ai réécrit là-haut, l'intégrale de psi carré. Je vais peut-être revenir à une lumière un peu plus faible, si vous voulez mieux voir les diapos. Donc, si vous injectez l'équation de Schrödinger dans cette équation-ci, vous trouvez que le nombre de particules ne varie pas. L'énergie, c'est la fonction de l'énergie que j'avais écrite au tableau, que j'ai réécrite ici, donc la dérivée seconde pour l'énergie, dérivée première de l'intégrale de dx psi au carré plus g psi 4, ça c'est pareil, c'est une constante du mouvement. L'impulsion est également conservée. L'opérateur impulsion en physique quantique, c'est I h bar gradient, hein, donc moins I, c'est h bar sur I, pardon, h bar sur I gradient, donc moins I h bar gradient. Donc à une dimension, c'est moins I h bar dérivé par rapport à x. Et donc l'impulsion moyenne, c'est l'intégrale sur tout l'espace de cette quantité-là, et psi étoile dérivée par rapport à x de psi. Là encore, c'est conservé. Et puis, on a une propriété qui est une propriété d'homothétie pour l'équation telle que je l'ai écrite. C'est-à-dire que si vous avez une solution psi de x et de t pour votre équation de Schrödinger non linéaire, alors, si vous multipliez les longueurs par kappa, le temps par kappa carré, et si vous multipliez votre fonction d'onde par kappa aussi, à ce moment-là, vous avez une autre solution de la même équation de Schrödinger non linéaire. Attention, quand vous faites ça, vous modifiez le nombre de particules, c'est-à-dire que si psi contient grand N particules, psi kappa en contiendra kappa n. C'est juste faire le changement de variable dans l'intégrale. Voilà, donc ça, c'est les propriétés qu'il faut avoir en tête, qui reviendront fréquemment dans le cours. Bien, alors, maintenant qu'on a ça, on peut tout de suite se poser la question d'un soliton. Et je reviens au tableau. Donc un soliton, ça va être une fonction d'onde, un paquet d'ondes, si vous voulez, qui ne s'étale pas au cours du temps. Et là, c'est le soliton fondamental au repos, donc je veux un paquet d'ondes qui, non seulement ne s'étale pas au cours du temps, mais reste toujours au même endroit. Donc comment est-ce qu'on va construire ça? Alors je vais commencer par le faire qualitativement, et puis après, je vous donnerai son équation, qui est assez simple. Donc, il faut que je me fasse de la place. Je vais prendre ça aussi. Donc je vais prendre un paquet d'ondes, à qui je vais donner une taille, petit l, et puis on va voir quelle est la taille qui minimise finalement l'énergie, sachant que j'ai un problème avec de l'attraction entre mes atomes, un G négatif. Donc je prends un paquet d'ondes de taille L, donc
si vous voulez. Voilà mon psi de x en fonction de x. C'est quelque chose qui a une allure comme ça. Donc ça monte à une hauteur psi 0, là. Et puis ça a une taille de l'ordre de L. Donc comme j'ai mon intégrale de psi carré qui doit valoir n, ça veut dire que j'ai n qui est de l'ordre de donc psi 0 carré fois petit l quand je prends l'intégrale. C'est un ordre de grandeur, hein. Là je ne cherche pas les facteurs 2. Et maintenant, je regarde l'énergie cinétique et l'énergie potentielle associée à ce paquet d'ondes. Et ce que je vais chercher à faire, c'est trouver quelle est la taille L minimum pour minimiser la taille L, excusez-moi, la taille L optimale pour minimiser l'énergie. D'accord ? Donc, je regarde d'abord l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, c'est h bar 2 sur 2m, le gradient de psi, donc, qui est d'ordre psi 0 sur L, au carré, intégré sur tout l'espace, et cette fonction est significative sur une taille de longueur L. Donc, cette chose-là, c'est d'ordre, quand je dis égal, là, il faudrait que je mette un ordre de grandeur ici, voilà. Donc, c'est h bar 2 sur m, j'oublie les facteurs 2, ils ne sont pas importants. Psi 0 carré, je vous ai dit que c'était grand N sur L, ici. Donc le psi 0 carré, je l'ai remplacé par grand N sur L. Et puis les L, donc là j'ai 1 sur L aussi, donc ça fait grand N sur L2. L'énergie d'interaction, L, donc c'est G, là encore j'oublie le facteur 2, psi 4, donc psi 0 puissance 4, fois petit l, la dimension sur laquelle cette chose-là est significative. Donc ça vaut G fois, alors psi 0, 4, ça fait du grand N2 sur L2, et je remultiplie par L, donc ça fait du grand N2 sur L. Avec G négatif, hein, je vous rappelle, pour ce qui m'intéresse ici. Donc, si je regarde ce qui se passe, quand je somme ces deux quantités-là, ce que je vais trouver, c'est donc quelque chose qui va avoir l'allure suivante. Donc là, je varie L maintenant, j'ai N fixé, hein, et je regarde mon énergie. Donc j'ai une somme de quelque chose qui est en 1 sur L2, positif, et puis cette chose-là, je peux mettre un moins ici, et puis une valeur absolue pour être sûr de bien me limiter au Kg négatif. Donc au grand L, 1 sur L2 est plus petit que 1 sur L, c'est le 1 sur L qui domine, donc au grand L, j'ai cette quantité-là qui est négative, et qui va devenir de plus en plus négative quand je vais me rapprocher de 0. Mais au tout petit L, à ce moment-là, c'est le plus 1 sur L2 qui domine par rapport au 1 sur L, et donc j'ai quelque chose qui est comme ça. Donc fatalement, j'ai une courbe qui a une allure comme ceci, avec quelque part un minimum pour une valeur L étoile, qui correspond à la distance d'équilibre. Donc je vois que pour ce problème à une dimension, avec des particules attractives, j'ai une distance minimale, une distance optimale, qui minimise mon énergie. Pas une distance minimale, une distance optimale qui minimise mon énergie. Et cette distance optimale, je l'obtiens, donc normalement il faudrait que je fasse la somme des deux et puis je dérive et que je regarde quand est-ce que la dérivée vaut 0. Grosso modo, c'est quand ces deux termes-là sont du même ordre. Hein. Donc la distance optimale, c'est quand h bar de n sur ml2 est de l'ordre de valeur absolue de g n carré sur L. Donc ça, c'est le L étoile que je cherche, ce qui me donne un L étoile qui est de l'ordre de, donc ça va être h bar 2, j'ai du n ici et du n carré, donc je vais avoir du n au dénominateur, j'ai du m, et j'ai une valeur absolue de g. Et là, vous reconnaissez, fort heureusement, quelque chose qui est la même chose que le x0 que j'avais ici. C'est assez logique. Si je n'avais pas retrouvé quelque chose de l'ordre de x0, c'est que mon échelle de longueur, j'aurais mal choisi. Donc, heureusement que je retrouve la bonne échelle de longueur. Voilà. Donc ça me donne la taille que va prendre donc, cet objet que je vais appeler un soliton, puisque c'est un objet qui est finalement autolié. Il n'y a pas de potentiel extérieur pour maintenir les particules ensemble, mais les particules restent ensemble parce qu'elles s'attirent. Et ce soliton donc, émerge comme une compensation entre l'énergie cinétique qui tendrait à faire l'objet le plus grand possible, c'est cette chose-là qui est positive et qui tend à mettre des grands L, et puis l'énergie d'interaction qui tend au contraire à comprimer l'objet puisque les particules s'attirent. Voilà. Alors,
Ça, c'est donc quelque chose qui est avec les mains. On peut, si on veut, résoudre complètement l'équation de Schrödinger non linéaire. Et ce qu'on trouve, eh bien, c'est que ce soliton, en fait, il a cette fonction d'onde-là. C'est une constante psi0 divisée par un cosinus hyperbolique de x sur 2 fois x0, donc c'est tracé ici. Hein. C'est quelque chose qui est localisé en x égale 0. Je pourrais le localiser un peu n'importe où, mais là, disons, j'ai choisi de localiser en x égale 0. Et quand vous calculez les énergies associées à cet objet, eh bien, on retrouve exactement ce qui est écrit au tableau, c'est-à-dire que l'énergie cinétique, vous voyez, ici, elle est en n sur L2, mais le L optimum, lui-même, il est en 1 sur n. Donc ça va faire quelque chose qui va être du n cube, puisque j'ai du n, et ici j'ai du 1 sur n2 au dénominateur. L'énergie d'interaction, elle est en n2 sur L, et donc ça, c'est n2, et petit l est en 1 sur n, donc c'est aussi du n cube. Donc l'énergie, pour la taille optimale, l'énergie cinétique et l'énergie d'interaction sont toutes les deux proportionnelles à n cube, c'est ce qui est écrit ici. Simplement, l'énergie d'interaction est plus grande que l'énergie cinétique, donc j'ai une énergie totale qui est négative, moins alpha n cube, donc j'ai bien affaire à un étalier. Le alpha, ici, je vous ai donné son expression, bon, ça ne s'invente pas, 1/24e de mg carré sur h bar 2. Et ça, c'est donc en version dimensionnée, hein, le psi de x que j'écris ici. Là, en version adimensionnée, c'est remarquablement simple. Si vous prenez l'équation que je vous ai écrite tout à l'heure, l'équation de Schrödinger en variable, donc ut plus uxx plus 2 fois u carré u égale 0, eh bien, le soliton, le plus simple, c'est u égale 1 sur cosinus hyperbolique de x. Et si vous utilisez la propriété d'homothétie que je mentionnais, ben vous pouvez prendre des u kappa de x qui sont égaux à kappa sur cosinus hyperbolique de kappa x. Voilà. Et si vous en doutez, ben je vous encourage vivement à prendre cette fonction-ci et vérifier qu'elle est bien solution de ça. Voilà, ça marche normalement. Voilà. Donc, voilà notre soliton pour notre équation de Schrödinger non linéaire. Alors, comme je l'ai dit, tout ce qu'on va faire dans ce cours, ça va utiliser cette fonctionnelle d'énergie de Gross-Pitalevsky. Donc, c'est une approche qu'on peut qualifier de champ moyen. Chaque atome voit comme un potentiel ici qui est créé par l'ensemble des atomes qui l'environnent. C'est un potentiel moyen. Mais on peut quand même se poser la question, qu'en est-il d'une version quantique du problème? C'est-à-dire, qu'en est-il si je cherchais à décrire quantiquement le mouvement de chacune de mes n particules? Alors ça, c'est possible, au moins dans cette situation à une dimension avec des interactions de contact. Donc l'hamiltonien à prendre en compte, c'est la somme sur toutes les particules des impulsions, des énergies cinétiques de chacune des particules, pi carré sur 2m. L'interaction de contact, c'est donc la somme sur toutes les paires ij des delta de xi moins xj. Donc là, cette fois-ci, pi et xi sont les opérateurs impulsion et position de mes particules. C'est un hamiltonien qui a été résolu par Lieb et Leininger en 1963. Lieb et Leininger se sont essentiellement consacrés au cas G positif, donc le cas d'une répulsion. Mais un an après, Maguire a étudié le cas attractif qui nous intéresse ici. Il a montré que l'énergie de l'état fondamental, elle s'écrivait en fait E égale moins alpha n fois n2 moins 1. Je vous rappelle que nous, c'est le même alpha que celui sur la diapositive précédente, le alpha il est écrit ici. Nous, on a trouvé moins alpha n cube. Et il est clair que quand n est grand devant 1, l'énergie quantique qui est là et l'énergie classique qui est là, enfin classique de champ moyen qui est là, ces deux énergies sont très proches l'une de l'autre. Donc, au niveau des énergies, le problème quantique redonne un résultat très voisin de celui de champ moyen. Heureusement, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de grosses bêtises. Donc l'énergie du fondamental à n corps est très proche de l'énergie de Gross-Pitalevsky. Une question, c'est qu'en est-il des états propres? Et là, je vais suivre un raisonnement qui a été fait par Ivan Castin et Chris Herzog. Ivan Castin est dans la salle, donc vous vous adresserez à lui si vous avez des doutes, mais il ne faut pas avoir de doutes. C'est un raisonnement qui est très intéressant, qui est élégant. Ça consiste à partir de l'état fondamental du problème à n corps. Je vous ai donné son énergie à la diapositive précédente. On peut aussi écrire l'état fondamental. Donc c'est une fonction d'un n corps, psi de x1, xn. Et cette fonction d'onde s'écrit comme ça. C'est donc une somme, une exponentielle d'une somme, donc avec un signe moins ici, de toutes les valeurs absolues des xi moins xj. Ça, c'est un état qui est invariant par translation globale. C'est un état qui ne dépend que des distances xi moins xj, mais il n'y a rien qui va mettre
mon paquet d'ondes, plus précisément en x égale 0 ici, ou à gauche, ou à droite. C'est un état qui est invariant par translation. Donc, à première vue, quand on voit ça, on se dit, mais ça n'a rien à voir avec le tas solitonique que j'ai écrit avant, qui lui était localisé, j'avais choisi en x égale 0. Alors en fait, il ne faut pas s'inquiéter. Cet état est invariant par translation globale parce que le problème de départ est invariant par translation. Donc les états propres doivent respecter cette invariance. Mais on sait très bien qu'il existe en physique des mécanismes qu'on appelle des brisures de symétrie spontanée, c'est-à-dire que quand on va aller regarder le système précisément, les invariances sont brisées. Par exemple, l'hamiltonien qui régit un cristal, il est invariant par translation globale. Mais quand vous avez regardé votre cristal, vous voyez que les atomes se sont mis là, 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 et pas n'importe où. Donc là, c'est la même chose. J'ai un problème qui est invariant par translation, mais si je vais regarder mon système, eh bien, je vais le trouver à un endroit donné. Et ce que propose Castin et Herzog, c'est de se dire, on a une première mesure qui nous a donné la position du centre de masse de mes grand N particules. Donc je sais où est mon centre de masse. Et maintenant, sachant où est mon centre de masse, c'est ça la brisure spontanée de symétrie, je vais regarder où se mettent les n particules autour de ce centre de masse. Alors prenons par exemple le centre de masse en 0, on peut le mettre n'importe où bien sûr, et voilà le résultat. Donc ça c'est un calcul qui est fait avec 45 particules. Donc c'est la probabilité de trouver une particule au point x, petit x, sachant que le centre de masse est en 0. Et donc ça c'est la courbe en très plein. Le soliton en champ moyen, cette fonction en 1 sur cosinus hyperbolique de x qui est écrite là-bas, c'est le trait pointillé. Vous voyez que les deux courbes sont très proches, et plus vous allez aller vers des grands n élevés, des nombres de particules élevés, plus les deux courbes vont se rapprocher l'une de l'autre. Donc, aussi bien au niveau des énergies que des états propres, il n'y a pas de mystère. Ce qu'on fait avec la théorie de champ moyen correspond à ce qu'on fait si on fait un traitement exact du gaz via le problème à n corps. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus sur la partie des aspects quantiques, mais tout est sous contrôle. Voilà, donc ça c'était notre soliton brillant au repos, c'était le cas le plus simple, on a la fonction d'onde. Qu'en est-il si ce soliton bouge maintenant? Alors, si ce soliton bouge, eh bien, en fait, c'est presque aussi simple. Il suffit d'utiliser un changement de référentiel. Si j'ai mon soliton brillant qui est au repos dans un référentiel dans un référentiel R, en noir là, eh bien, si je vais me mettre dans un référentiel R' qui bouge à la vitesse moins v par rapport au référentiel R, eh bien, dans mon référentiel R', qu'est-ce que je verrai? Je verrai un soliton en train de bouger à la vitesse v, bien évidemment. Donc, si je sais comment transformer mes fonctions d'onde pour passer du référentiel R au référentiel R', eh bien, j'ai la fonction d'onde d'un soliton en mouvement. Et ça, cette transformation galiléenne de l'équation de Schrödinger, on sait bien faire. Donc ce qu'il faut, c'est partant du référentiel R, c'est en noir, là, le psi de x et de t, eh bien, le psi dans le référentiel R', c'est psi de x moins vt t fois un facteur de phase que j'ai écrit ici, qui dépend de la vitesse et du temps. Donc on connaît l'équation la fonction d'onde du soliton en mouvement. Et je l'ai réécrite en dessous, donc c'est une fonction d'onde qui sera une fonction de x moins vt, bien sûr, c'est bien l'idée que le centre du soliton se déplace, avec donc des facteurs de phase qui sont un petit peu compliqués, mais enfin bon, qui sont écrits ici. Alors, une remarque sur la forme générique de la solution pour Schrödinger non linéaire, là, ça veut dire donc qu'on a une fonction d'onde, quand vous la regardez, la fonction d'onde rouge qui est écrite au-dessus, elle peut s'écrire sous une forme d'une amplitude, un nombre réel, qui est donc une fonction de x que je peux appeler moins VAT. VA, c'est la vitesse pour l'amplitude, c'est en fait le V que j'ai écrit au-dessus. Et puis le facteur de phase, là, qui est un petit peu compliqué, enfin, il y en a deux. Il y a ce terme-là comme facteur de phase, et puis celui-ci. Quand vous les regroupez, vous pouvez le mettre sous la forme Iθ de x moins VPT. Donc vous avez une autre vitesse pour la phase. Donc c'est une situation qui est un petit peu plus compliquée que celle, par exemple, pour l'équation KdV, où là, vous n'avez qu'une seule vitesse. Là, pour les solitons de l'équation de Gross-Pitalevsky, il y a en fait la structure de la solution pour un soliton en mouvement, c'est une vitesse pour l'amplitude et une vitesse pour la phase. Ça donne, enfin, le nom générique pour ça, on parle de soliton enveloppe. Enfin bon, je n'utiliserai pas cette terminologie. Et ce qui est remarquable, et là je donne des références dans le cours, c'est que, enfin dans les notes de cours, c'est que en fait ce résultat-là que j'ai démontré à partir d'une translation galiléenne,
en fait, il se généralise si je passe dans un référentiel qui est uniformément accéléré. C'est-à-dire que si j'applique à mes particules une force constante et uniforme, F égale ma, eh bien, je peux là encore écrire une fonction d'onde pour mon soliton. Donc elle est un petit peu plus compliquée, cette fonction d'onde, elle est écrite ici. Alors là, je l'ai écrite en supposant que mon soliton part initialement à la vitesse nulle. Eh bien, ce que je vais trouver, c'est que mon soliton est centré à l'instant t au point AT2 sur 2, donc c'est vraiment un mouvement uniformément accéléré, avec un facteur de phase et puissance Iθ de t qui est un petit peu compliqué, qui fait intervenir la force, le temps au carré, etc. Mais bon, là encore, c'est un résultat analytique exact. Voilà, et là, j'exploite une sorte d'invariance galiléenne généralisée, certains auteurs l'appellent comme ça, qui est qu'on peut écrire l'équation de Schrödinger dans un mouvement uniformément accéléré à partir de ce qu'on connaît dans un référentiel d'inertie. Alors, qu'en est-il sur le plan expérimental ? Eh bien, le premier soliton unique, qui correspond à ce qu'on a fait ici, a été vu pas loin d'ici, à l'école normale, dans le groupe de Christophe Salomon, a été vu enfin, avec des atomes froids. Hein. On n'est pas en train de concurrencer M. Russell au milieu du XIXe siècle. Le premier soliton avec des ondes de matière a été vu donc, dans le groupe de Christophe Salomon en 2002, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant. C'était des expériences faites sur le lithium-7, qui est un boson. Beaucoup d'expériences sur les solitons sont faites sur le lithium-7 parce que c'est un atome qui est très agréable du point de vue de la manipulation des interactions. Il a des résonances de diffusion, des résonances de Fano-Feshbach, qu'on avait étudiées ici il y a quelques années, qui sont très larges. Donc ça veut dire qu'on peut, en changeant un champ magnétique, ajuster finement la force des interactions et leurs signes. Donc on peut passer d'une interaction répulsive à une interaction attractive, de manière très fiable, et en maîtrisant très bien les valeurs des paramètres d'interaction. Donc, comme vous allez le voir, dans les expériences que je décrirai plus tard, beaucoup ont été faites sur le lithium. Donc, cette expérience démarre avec deux faisceaux lumineux qui se croisent. Donc, c'est les faisceaux, c'est ce qui est dessiné en rouge ou en orange, je ne sais pas comment ça sort ici, c'est peut-être du rouge plutôt. Donc c'est deux faisceaux qui se croisent, un VB pour vertical beam et un autre HB pour horizontal beam. Les deux se croisent et on prépare à l'intersection de ces deux faisceaux, donc un volume de quelques dizaines de microns-cubes, les 6000 atomes de lithium-7. Initialement, ces atomes sont en interaction répulsive, donc ils remplissent tout le volume accessible, compte tenu donc, des tailles des faisceaux laser. Et puis à un instant donné, on va changer les interactions avec ces résonances de diffusion, ces résonances de Fano-Feshbach, pour les amener soit à zéro, auquel cas on a un gaz parfait, soit à une valeur négative, auquel cas on est dans ce qui nous intéresse ici, J est négatif, on aura notre possibilité d'avoir un soliton. Je vais peut-être éteindre la lumière, maintenant que j'en ai plus trop besoin, voilà. Donc que voit-on ? Eh bien, quand on prend G égale 0, ce qu'on voit, donc, alors là, le temps va de bas en haut. Donc à l'instant initial, on a ce petit nuage ici, c'est presque à l'instant initial, 2 millisecondes après avoir basculé vers G négatif. Ah oui, j'ai oublié de dire, en même temps, on éteint le faisceau vertical. Donc on éteint ce faisceau lumineux-ci, et les atomes se retrouvent donc libres de bouger dans le faisceau horizontal. Voilà, donc à l'instant t égale 0, on a ce petit nuage-ci, et puis très rapidement, ce qu'on voit, c'est que, donc ça c'est une photo après 4 millisecondes, 5, 6, 6,5, on voit que le nuage s'étale. En même temps, il se déplace vers la gauche. Ça, c'est parce que les atomes sont en fait soumis à une force constante qui est liée à la présence de courants qui circulent dans ces bobines. Donc, il y a un gradient de champ magnétique qui accélère les atomes. Bon, ça, c'est pas le plus important. Le plus important pour nous, c'est que ce nuage s'étale. Pourquoi ? J'ai un gaz parfait, donc j'ai simplement le terme d'énergie cinétique ici qui tend à étaler mon nuage, mais je n'ai pas le terme d'énergie potentielle, d'énergie potentielle d'interaction pour le compenser. En revanche, si on prend G négatif à la bonne valeur, donc ça correspond à une longueur de diffusion de moins 0,21 nanomètres, là, à ce moment-là, on voit un soliton, c'est-à-dire qu'on voit un nuage qui est toujours accéléré du fait du courant dans les bobines et du gradient de champ magnétique, mais qui garde sa taille initiale, vous voyez, qui se propage sans s'étaler ni se comprimer. Voilà, donc ça, c'était une démonstration limpide de l'existence d'un soliton. Alors, j'utilise ici une approche unidimensionnelle. Il faut que je sois peut-être un mot à propos de ça. Cette approche unidimensionnelle, elle n'est pas toujours valable. Hein.
Je vous ai dit, mes atomes sont confinés dans un tube, c'était le faisceau laser HB, la horizontal beam, ils sont confinés dans un tube. Bon, est-ce que j'ai bien le droit d'oublier les autres dimensions? Ben, ça dépend. Donc là, j'ai représenté mon soliton, donc il y a une taille x0, hein, et puis je suppose que mon gaz est confiné dans un tube, donc ça peut être un potentiel harmonique qui le confine selon l'axe. Si je note petit oméga, la pulsation de ce potentiel harmonique, eh bien, l'état fondamental dans ce tube, c'est une taille qu'on appelle AOH, la taille de l'oscillateur harmonique. Essentiellement, c'est une gaussienne, la fonction d'onde associée au mouvement transverse ici, une gaussienne de taille h bar sur m oméga, racine de h bar sur m oméga. Donc, quand je dis que je fais de la physique à une dimension avec ces gaz, ça veut dire que je prends pour ma fonction d'onde tridimensionnelle un ansatz où j'ai le psi de x qui m'intéresse, c'est lui qui va faire le soliton, et puis j'ai pour les dimensions transverses y et z, je supposais que mes atomes allaient se mettre dans l'état fondamental de ce potentiel harmonique transverse Ki0. Donc Ki0 ici, c'est la gaussienne taille AOH. Et quand je fais ça, eh bien, si je prends l'équation la fonctionnelle d'énergie de Gross-Piasecki à 3 dimensions, donc G3D module de psi tridimensionnel puissance 4 D3R, où le G3D est relié à la longueur de diffusion petit a, eh bien, je remplace ce psi de R par cet ansatz-là, l'intégrale sur les variables y et z se fait tout naturellement, et il me reste le G psi 4 à une dimension que j'ai utilisé ici. C'est celui qui est écrit là. Enfin, vous ne le voyez pas parce que c'est dans le noir, mais bon, celui qui était écrit là. J'ai d'ailleurs la valeur de petit g en fonction de la longueur de diffusion en faisant ça. Petit g, c'est simplement 2 h bar oméga fois petit a. Alors, ça, c'est bien, tant que l'énergie de mon soliton, les énergies que je vais trouver, les termes que j'avais écrits alpha n cube, sont petites devant l'énergie, en valeur absolue, devant l'énergie associée au mouvement de point zéro ici, le h bar oméga. Donc, c'est ce que j'écris ici. Tant que l'énergie du soliton est petite devant h bar oméga, bon, je peux effectivement supposer que le mouvement de mes particules est bien dans l'état fondamental. En revanche, si cette condition-là n'est pas vérifiée, c'est-à-dire si je commence à avoir beaucoup d'énergie en valeur absolue dans mon soliton, eh bien, je vais avoir un couplage entre les degrés de liberté longitudinaux et transverses. Je vais pouvoir fabriquer des paquets d'ondes transverses qui vont être beaucoup plus petits que la taille que j'appelais AOH. Et à ce moment-là, mes atomes vont se retrouver en interaction attractive, mais à 3 dimensions. Et ça conduit à une implosion du nuage. C'est ce que j'ai essayé de représenter par cette petite boule-là. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que les solitons que j'ai décrits jusqu'à maintenant et ceux que je vais décrire à partir de maintenant, ce sont des objets métastables. C'est des objets qui sont tout à fait légitimes. C'est tout à fait légitime de les considérer tant que x0 ici est grand devant AOH, ou si vous préférez, tant que l'énergie du soliton est petite devant l'énergie de point zéro du mouvement transverse. Mais quand ce n'est plus le cas, à ce moment-là, le système a des grandes chances de s'effondrer sur lui-même et les atomes sont perdus pour la science. Donc voilà, il faut se limiter à ces conditions-là si on veut que ce qu'on dit ait un sens. Voilà. Bien, alors maintenant, je vous propose d'aller au-delà du soliton stationnaire ou en mouvement uniforme, pour voir ce qu'on peut faire avec cette équation de Schrödinger non linéaire. Alors la première chose, c'est les collisions de solitons. Ça, c'est ce que nous ont dit Zabusky et Kruskal. Eux travaillaient avec l'équation KdV, mais ce qu'ils ont dit reste vrai pour l'équation de Schrödinger non linéaire. Si vous prenez deux solitons et que vous les envoyez l'un sur l'autre, eh bien, ils vont, quand ils évoluent sous l'effet de cette équation que j'ai écrite ici, ils vont s'interpénétrer et ressortir intacts de la collision. Donc là, j'ai mis des petites simulations numériques que j'ai faites pour préparer ce cours. Là, j'ai pris deux solitons identiques. Donc là, le temps va de bas en haut, mais de haut en bas, mais il pourrait aussi bien aller de bas en haut, ça ne change rien. Je prends deux solitons qui ont une vitesse plus v et moins v. Là, ils ont la même masse, même intégrale pour u carré. Et puis, ce que vous voyez, là, je les ai pris avec une phase relative 0. Donc, ils ont la même phase, ces deux solitons. Donc, la fonction d'onde au milieu, au point x égale 0, ici au milieu des deux solitons, peut prendre des valeurs non nulles. Et effectivement, au moment où ils arrivent l'un sur l'autre, vous voyez, j'ai quelque chose qui est une interférence constructive en x égale 0. Et puis, les solitons ressortent intacts de la collision, à la même vitesse que celle qu'ils avaient au départ. Je peux prendre une phase relative de pi, donc ça veut dire une fonction d'onde nulle en x égale 0. Nulle au départ, elle va le rester tout le temps.
Et donc les solitons, là, on a l'impression qu'ils se repoussent, c'est-à-dire que je vois des paquets qui font ça et puis qui repartent comme ça. Mais néanmoins, le résultat final, c'est toujours deux solitons qui vont à la vitesse plus v moins v de part et d'autre, du point x égale 0. Ça, c'est pour des solitons identiques. Je peux prendre également des solitons de masses différentes. Là, je crois que j'ai mis des masses dans un rapport 4 ici, toujours plus v moins v. Vous voyez que le petit soliton passe au travers du gros et il ressort sans aucune difficulté. Là encore, j'avais un film, mais oui, mes films ont décidé de ne pas passer ici. Là, ce que vous voyez, ça marche. Ah, ça marche celui-là, formidable. Voilà, donc c'est deux solitons pour l'équation Korteweg de Vries. Donc là, ils vont tous les deux de gauche à droite. Il y en a un petit et un grand. Le grand va plus vite que le petit, ça c'est naturel dans l'équation de Korteweg de Vries. Et ils se passent l'un au travers de l'autre. Et ils survivent sans aucune modification. Ça, pour l'instant, je vous donne le résultat brut de décoffrage. On l'expliquera la semaine prochaine à partir de la méthode que je mentionnais tout à l'heure, cette méthode d'inversion des données de diffusion qui permet d'expliquer pourquoi les solitons sont aussi robustes dans une équation intégrable comme l'équation KdV ou l'équation de Schrödinger non linéaire. Alors, cette collision de solitons a été vue expérimentalement. Alors, si je me limite à l'optique et à la physique atomique, ça a été vu avec des solitons dans les fibres optiques. Ça a été proposé par Gordon en 1983, et ça a été vu quelques années plus tard par Mitschke et Mollenhauer dans les fibres. Ça a été fait avec des atomes froids, dans une expérience faite dans le groupe de Randy Hewlett à Houston, au Texas, toujours avec des atomes de lithium, dont on va changer la longueur de diffusion, passer d'une valeur positive, c'est-à-dire une répulsion, à une valeur négative, c'est-à-dire attractif. Alors, comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour faire deux solitons et les faire collisionner? Donc là, vous avez un petit schéma, et puis après je vais vous montrer le résultat. Vous partez d'un nuage répulsif, donc A égale 140 à 0, donc longueur de diffusion positive, dans un piège harmonique. Donc le nuage, la fonction du nuage, elle est en bleu, et le potentiel potentiel extérieur qui confine les particules, c'est le pointillé noir ici, c'est donc un piège harmonique. Et là, le temps va de bas en haut. À un certain instant, on fait pousser au centre du piège, ici, une barrière de potentiel, avec un laser annexe. Donc, on a toujours une longueur de diffusion positive, les atomes se repoussent toujours, mais je fais pousser une barrière au milieu, donc je coupe mon nuage en deux parties, qui se répartissent de manière égale, à gauche et à droite de la barrière. Ensuite, troisième image, on bascule la longueur de diffusion. Donc on passe d'une situation répulsive à une situation attractive. Donc chacun des nuages à gauche et à droite va former un soliton. C'est comme dans l'expérience qu'on a vue tout à l'heure de Christophe Salomon et de ses collaborateurs. Là, j'ai deux solitons qui sont chacun de part et d'autre de la barrière. Et puis là, j'enlève la barrière. Donc les solitons se retrouvent à flanc de coteau, si je puis dire. Ils sont dans le potentiel harmonique à gauche et à droite. Donc ils vont avoir une force de rappel vers le centre. Ils vont aller vers le centre et ils vont pouvoir collisionner. Et puis on va voir quel est le résultat. Alors, une chose que je dois vous dire en plus, avant de vous montrer le résultat, c'est que dans cette expérience, les chercheurs ont mis en place ce qu'on appelle une imagerie à contraste de phase. C'est-à-dire qu'ils n'imagent pas leurs atomes comme on fait d'habitude en envoyant un faisceau laser et en regardant son absorption, ce qui est l'imagerie destructive. Mais là, ils se contentent de mesurer l'indice de réfraction du nuage. Donc ça perturbe un petit peu le nuage, mais ça ne le perturbe pas trop, ce qui fait qu'on peut prendre plusieurs images successives du même nuage. Et ça, c'est important, parce que initialement, je ne connais pas la phase relative de mes deux solitons. Je vous ai dit, j'ai à peu près le même nombre d'atomes à gauche et à droite, mais ce n'est pas rigoureux. Donc je ne connais pas la phase relative. Donc si je veux pouvoir discriminer ce qui se passe quand les phases sont voisines de 0 ou quand les phases sont voisines de pi, c'est-à-dire quand on a le cas où les atomes peuvent aller au même endroit au centre, ou alors au contraire quand ils vont se repousser, c'est important de faire des images successives du même nuage. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils peuvent prendre là, vous voyez, 6 ou 7 images successives du même nuage. Donc à gauche, vous avez donc toujours le temps qui se lit de bas en haut. Vous avez les deux solitons initialement de part et d'autre du centre du piège. Ils se rapprochent. On voit que sur la troisième image, en partant du bas, ils sont au même endroit. Ils ressortent. Et puis, ils vont osciller comme ça dans le piège. Alors, ça ne va pas durer trop longtemps parce qu'il y a des pertes de particules. Mais néanmoins, on voit comme ça deux belles oscillations dans le centre, autour du centre.
Et puis la colonne de droite, eh bien là, au contraire, vous avez une phase relative qui était, par chance, hein, encore une fois, on ne maîtrise pas cette phase relative, mais qui était voisine de π. Donc là, il n'y a pas d'atomes qui vont se mettre au centre. On est dans le cas où les sollicitons se repoussent. Donc ils partent d'ici, ils arrivent là, et puis ils repartent comme ça sans s'interpénétrer. Voilà. Et puis évidemment, il y a tous les cas de figure intermédiaires qu'on peut imaginer. Alors ça, c'était donc les collisions de solitons. Donc c'était la première chose que je voulais vous dire au-delà du soliton unique. D'autres choses qu'on peut générer avec cette équation de Schrödinger non linéaire, ce sont des structures oscillantes. Alors c'est ce qu'on appelle breather en anglais. C'est donc une structure respirante. Alors il y en a beaucoup. Hein. Là, je vais vous donner ma favorite, qui est la structure de Kuznetsov et Ma, proposée dans les années 70 par des mathématiciens, mais qui a pu être mis en évidence dans des fibres optiques, pas encore avec des atomes froids. Donc, avis aux amateurs. C'est une structure, quand vous regardez la fonction d'onde, elle a l'air un petit peu compliquée, hein, mais elle n'est pas si compliquée que ça. J'ai un puissance 2it ici, mais quand je vais prendre le module carré pour avoir la densité, ça va disparaître, donc ne vous inquiétez pas de ça. J'ai un 1, très bien, donc j'ai quelque chose qui va tendre vers 1 à l'infini en x. Et puis ici, si on regarde ce qu'on a, on a des fonctions trigonométriques du temps, cosinus de ρ tau, sinus de ρ tau, cosinus de ρ tau. Donc je vais avoir quelque chose qui va être périodique en temps. Et puis j'ai au dénominateur ici un cosinus hyperbolique. Donc avec des solitons, il y a toujours des cosinus hyperboliques. Ça, c'est incontournable. Donc vous avez un cosinus hyperbolique. C'est une fonction qui dépend d'un paramètre nu, que vous retrouvez dans le cosinus hyperbolique ici. Le paramètre ρ qui intervient dans le temps, il est lié à nu par cette formule-ci, ρ égale nu fois racine de 4 plus nu2. Donc j'ai une structure qui est périodique en temps, de période 2π sur ρ, mais qui va être localisée au voisinage de x égale 0. Et alors, à quoi elle ressemble, ces structures? Là, je vous l'ai tracé pour nu égale 0,3, donc une valeur de nu relativement petite par rapport à 1. Ici, vous avez la position x, ici, vous avez le temps, donc c'est quelque chose qui est périodique en temps, comme je vous le disais. Ce que vous avez à t égale 0, ça va se reproduire à t égale 2π sur ρ, ou moins 2π sur ρ. Et dans l'espace des x, c'est localisé, c'est-à-dire que vous ne le trouvez qu'au voisinage de x égale 0. Donc ce que vous avez ici, c'est une structure où la plupart du temps, vous avez une fonction d'onde psi de x et de t dont le modulo carré est voisin de 1, parce que le 1 qui est ici est grand devant ça, quel que soit x. Mais de temps en temps, périodiquement, au voisinage de x égale 0, vous avez quelque chose de très grand qui réapparaît. Et puis ça redisparaît, et puis ça va réapparaître plus tard. Et ça, vous voyez, on peut voir ça comme un prototype de vague scélérate. Alors, les vagues scélérates, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est rogue waves, ou freak waves en anglais. C'est des vagues dont les marins parlaient beaucoup, mais on ne les croyait pas, parce qu'en général, il y avait les marins qui voyaient les vagues scélérates, ils ne survivaient pas. Donc, il n'y avait que quelques survivants. Et donc les survivants racontaient des choses qui étaient tellement incroyables que les gens à terre ne voulaient pas les croire. Mais c'est des vagues qui semblent surgir d'une mer qui est apparemment calme, et la vague fait 4, 5, 6 fois la hauteur des vagues moyennes qu'on avait vues jusque-là, ce jour-là, dans cette mer. Et donc évidemment, les bateaux, eux, ils n'apprécient pas, et donc en général, ça faisait chavirer les bateaux, et il n'y avait personne pour raconter ce qui avait été vu. Bon, maintenant, c'est beaucoup mieux documenté, donc on sait que ces vagues scélérates existent, on connaît leur fréquence, on fait leurs statistiques. Et je dirais, du point de vue donc, de notre équation de Schrödinger non linéaire, ça, c'est un bel exemple de vague scélérate, c'est-à-dire que vous avez pratiquement rien la plupart du temps, et puis de temps en temps, vous avez quelque chose, une densité qui vaut ici 9 fois la densité moyenne qui vaut 1 la plupart du temps. Donc, vous avez localement une vague qui fait 9 fois la hauteur du reste. Donc, c'est effectivement impressionnant. Voilà, donc ça c'est la structure de Kuznetsov-Ma. Donc comme je le disais, elle n'a pas été vue avec des atomes froids. Ce qui a été vu avec des atomes froids très récemment, c'est sorti il y a quelques mois, c'est une limite de la structure de Kuznetsov. C'est ce qu'on appelle la structure de Peregrine. Ça consiste à faire tendre nu vers 0, le paramètre nu dans l'équation précédente, ce qui revient finalement à ne garder que l'oscillation que j'avais en t égale 0. Quand je fais tendre nu vers 0, la période temporelle tend vers l'infini. Donc je garde ce que j'avais en t égale 0, mais l'oscillation que j'avais à moins 2π sur ρ et à plus 2π sur ρ, elle tend vers l'infini, donc elle disparaît.
Et donc tout ce qui me reste, c'est juste une limite mathématique à prendre dans la formule précédente, c'est ces structures-là. Donc le cosinus hyperbolique, je l'ai décomposé en cosinus CHX égale 1 plus x2 sur 2, donc il reste ce x2 là. Et puis pareil pour les cosinus et les sinus de temps, donc il reste du t et du t2 ici. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et comme je disais, la structure de Kuznetsov ou la structure de Peregrine, ça fait partie de toute une classe de solutions de l'équation de Schrödinger non linéaire, des solutions analytiques qui peuvent être localisées, qui peuvent être périodiques dans le temps, dans l'espace. C'est donc ce qu'on appelle ces structures respirantes, des breathers. Donc comme je disais, la solution de Peregrine a été vue plus ou moins dans une expérience d'atome froid. Il avait d'abord été vu dans des fibres optiques, dans des expériences qui ont été faites en France, à l'Université de Bourgogne et à Dijon. Et c'était vu dans des gaz d'atomes froids dans un groupe à Washington State University. Leur expérience est la suivante. Donc, ils ont utilisé des atomes de rubidium et, d'une manière que je ne vais pas décrire ici, ils sont débrouillés pour que la longueur de diffusion de ces atomes soit négative, donc être dans le cas attractif, très légèrement attractif. Et pour initier la structure de Peregrine, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont momentanément focalisé un faisceau laser qui fait un petit bourrelet de densité juste au centre. Donc, vous voyez là, un petit bourrelet de densité qui apparaît ici. Hein, vous le revoyez sur l'image ici. Donc, ils forment ce petit bourrelet de densité, et puis après, ils l'éteignent. Ça, c'est une sorte de catalyseur, si vous voyez. C'est pour initier le regroupement d'atomes pour générer cette structure de Peregrine. Donc, une fois qu'ils ont éteint le laser, ils attendent. Ça, c'est 30 millisecondes. À 65 millisecondes, ils ont quelque chose qui ressemble pas mal à la structure de Peregrine. Et puis après, ça disparaît. Alors, ça ne disparaît pas exactement comme ça devrait. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'était plus ou moins la structure de Peregrine. Vous voyez, ça disparaît en générant une série de 3 pics, alors que normalement, il n'y a pas 3 pics dans la structure de Peregrine. Mais néanmoins, ce qu'ils obtiennent, au moins au temps intermédiaire, c'est très proche de cette structure-là. Voilà, donc, vous voyez, ça vient de sortir. Hein, c'est de PRL 2024, c'était à la fin de l'année dernière. Donc, c'est première structure respirante observée sur l'équation de Schrödinger non linéaire avec des atomes froids. Voilà. Bien, eh bien je termine. Je termine avec la notion d'instabilité dynamique et la notion de train de soliton. Alors, quel est le problème que je voudrais regarder maintenant? Donc, on va supposer qu'on a un gaz 1D qui est en interaction répulsive, disons. Donc, je mets dans une boîte, si vous voulez, de longueur grand L. Donc, le gaz, comme il est en interaction répulsive au début, il va remplir toute la boîte, jusque sur les bords où il faut que la densité tombe à 0. Donc, il y a une petite zone de transition ici, mais ce n'est pas elle qui va m'intéresser. Ce qui m'a intéressé, c'est le fait ici que j'ai une densité uniforme tout le long, là. Et puis, je suppose que à un instant donné, donc je fais la même chose que ce qui a été fait dans les manips que j'ai décrites, on bascule vers une interaction attractive, G négatif. Question, que se passe-t-il? Alors on pourrait se dire, on sait ce qui va se passer, on va former un soliton qui va regrouper toutes les particules. Mais ça, on sent bien que ça va prendre beaucoup de temps. Si ma boîte elle est très très longue, le temps que toutes les particules passent par d'ici ou de là pour aller se mettre au centre pour former un soliton, ça va prendre beaucoup de temps. Donc ça, si je change ma longueur de diffusion très très doucement pour rester adiabatique, peut-être que ça va se produire. Mais si je fais un changement brutal, c'est peu probable que toutes les particules vont se précipiter les unes sur les autres. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va développer dans le système ce qu'on appelle une instabilité modulationnelle. Donc ça va être quelque chose qui va être initié par des phonons, une oscillation de densité, et on va former, comme vous allez le voir, des paquets d'atomes qui vont avoir tendance à se mettre les uns avec les autres, donc un petit paquet ici, puis un petit paquet là, puis un petit paquet là. Parce que j'ai une certaine longueur d'onde dans mon système qui est instable et qui donc va, en partant du bruit ou en partant d'un petit incrément que j'ai mis au départ, va croître exponentiellement et va former ces paquets. Donc la question c'est, quelle est cette longueur d'onde? Comment est-ce que je la trouve? Quelle est finalement la distance entre différents paquets qui va se former? Combien de paquets je vais former? C'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble pour terminer. Donc pour étudier ce problème, comme initialement j'ai quelque chose de plat,
initialement, ce qui m'intéresse, c'est un problème d'une petite instabilité. C'est-à-dire, au début, je cherche une petite modulation qui apparaît et qui ensuite va croître exponentiellement vite. Mais au début, au moins, cette modulation, elle est faible, puisque je pars de quelque chose qui est quasiment uniforme. Donc, je vais pouvoir faire une analyse linéaire du démarrage de cette instabilité. Et ça, c'est la méthode que vous connaissez, enfin, certains d'entre vous connaissent certainement, c'est la méthode de Bogoliubov. C'est-à-dire que je vais partir de ma solution qui est une distribution uniforme, racine de ρ0 fois e puissance moins i muté sur h bar, et puis je vais la perturber en mettant une onde plane, e puissance ikx moins oméga t, et aussi le complexe conjugué, e puissance moins ikx moins oméga t. Je suppose que c'est petit, donc je mets ici un coefficient epsilon ici. U et V, c'est des nombres sans dimension d'ordre 1. Je mets ici un epsilon très petit devant 1. Je m'interroge donc quelle est finalement la relation de dispersion, quel est le lien entre K et oméga, et est-ce que j'ai des couples K-oméga qui conduisent à une croissance exponentielle, à une instabilité. Bien, alors donc ce qu'il faut, c'est donc prendre cette forme-là. Donc, je répète, je mets à la fois du e puissance ikx moins oméga t et du puissance moins ikx moins oméga t. La raison pour laquelle je suis obligé de mettre les deux, c'est parce que dans mon équation de Schrödinger non linéaire, j'ai à la fois du psi et du psi étoile. Quand j'ai du module du psi au carré ici, c'est psi pour pi étoile. Donc, si je veux être consistant, si je mets du e puissance ikx moins oméga t, il faut aussi que je mette son complexe conjugué. Donc, je dois mettre à la fois du u et du v ici. Donc, je prends cette forme-là, ici, je l'injecte là-dedans et je regarde ce qui se passe, d'abord à l'ordre 0. Là, il n'y a aucune surprise. À l'ordre 0, je retrouve ce qui est écrit à gauche. Et puis à l'ordre 1, donc, je linéarise tout ça en U et V. Alors, je vous fais grâce de la première partie du calcul, qui est cette opération de linéarisation. Croyez-moi sur parole, quand vous faites ça, à l'ordre 1 en U et V, vous trouvez un système de deux équations à deux inconnues en U et V. Alors, système de deux équations à deux inconnues, donc, il est linéaire, puisque je me suis mis à l'ordre 1, et il fait intervenir cette matrice 2 par 2, agissant sur UV égale 0. Alors, juste pour quand même vous convaincre que je n'ai pas triché, si vous regardez le terme qui vient du D2 sur dx2, par exemple, celui-là, donc quand vous allez dériver deux fois le puissance ikx moins oméga t, vous allez trouver du k carré, multiplié par le h bar 2 sur 2m, donc ce que vous allez sortir, c'est h bar 2 k carré sur 2m, ce sont les epsilon k qui sont ici. Et puis, si maintenant vous allez regarder alors je vais changer de couleur, si vous allez regarder le d sur dt ici, le d sur dt ici, ça va venir de puissance i oméga t, donc c'est ça qui va me faire, quand je multiplie par le h bar qui est ici, c'est ça qui va aller faire le h bar oméga qui figure là. Donc il n'y a pas de surprise, je n'ai pas triché, c'est bien, vous obtenez bien ce système-là directement quand vous injectez l'ansatz qui est là dans l'équation de Schrödinger. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on se regarde ce système ici et qu'on étudie donc ces instabilités possibles. Voilà. Et donc pour ça, je vais repasser au tableau une dernière fois. Bon, donc là, il faut que je me fasse de la place. J'ai écrit le système, pendant que j'efface, vous pouvez le contempler, essayer de deviner le résultat. Bon, ça devrait suffire. Bon, alors donc j'ai un système de deux équations de deux inconnues. Je veux une solution qui ne soit pas la solution 0,0, parce que sinon, ça c'est pas très intéressant. Donc je veux une solution différente de la solution 0,0. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est que le déterminant du système soit nul. Donc je réécris mon système. Donc j'ai du G0,0 plus epsilon k moins h bar oméga. J'ai du G0,0. J'ai du G0,0. Et j'ai du G0,0 plus epsilon k. Ça doit être un plus h bar oméga, oui. Voilà, donc cette chose-là, ce déterminant doit être égal à 0. Donc quand je l'écris, ce déterminant, donc le produit du terme 1,1 et du terme 2,2, ça va me donner G0,0
plus epsilon k au carré moins h bar oméga au carré, moins le terme 1, 2 fois 2, 1, moins g rho 0 au carré. Donc ça doit être nul. Alors, je peux mettre le h bar oméga au carré à gauche, h bar oméga au carré à gauche, et donc ça doit être égal à ce terme-ci, g rho 0 plus epsilon k au carré, moins g rho 0 au carré. Donc quand je développe ce carré, j'ai le g rho 0 carré qui est ici, qui va se simplifier avec celui-là. Donc il va me rester le double produit, 2 fois g rho 0 epsilon k, plus le carré epsilon k carré. Voilà. Et ça, ceux d'entre vous qui le connaissent, on retrouve la relation de dispersion de Bogoliubov. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, je vais tracer donc ce h bar oméga carré en fonction de epsilon k, puisque ce que je veux, c'est une relation de dispersion, c'est donc comment varie la fréquence en fonction du nombre d'ondes. Donc epsilon k, je vous rappelle que c'est peut-être écrit là-haut, oui, bon, je peux quand même le réécrire, h bar 2k2 sur 2m. Donc si G est positif, là, je dirais tout est simple, puisque au petit epsilon k, j'ai cette quantité-là qui est linéaire en epsilon k, avec une pente positive, et puis ensuite, quand epsilon k va devenir plus grand, c'est le carré qui va prendre le pas, donc j'ai une courbe qui va être comme ça. Voilà. Rien à dire, h bar oméga carré est toujours positif, il n'y a pas d'instabilité, j'ai des oméga qui feront des nombres réels. En revanche, si je vais chercher un G négatif, donc si G est négatif, ce que vous voyez, c'est qu'au départ, ici, je vais avoir une pente négative, et puis au bout d'un certain temps, ce terme-ci va prendre le pas, et ça va redevenir positif. Donc j'ai quelque chose qui va avoir cette allure-là. Voilà. Et donc je me retrouve avec une zone, ici, celle-ci, où h bar oméga carré est négatif. Je vais chercher une craie un peu plus longue. Voilà, donc h bar oméga carré est négatif. Si vous préférez, oméga donc est un nombre imaginaire pur, ce qui veut dire que quand j'ai du puissance i oméga t dans mon équation, cette chose-là, ce sera du puissance plus ou moins module de oméga fois t. Et donc, si je prends le signe plus, évidemment, j'ai ma croissance exponentielle, j'ai mon instabilité. Donc, j'ai une zone ici qui est une zone instable, qui est une zone qui se produit donc au petit vecteur d'onde, c'est pour les petits cas, où n'importe lequel va pouvoir pousser exponentiellement vite. Lequel va pousser le plus vite? Celui pour lequel h bar oméga est en module le plus grand, ce sera lui qui va pousser le premier si j'ai un bruit blanc pour alimenter l'ensemble. Et donc, c'est quoi le maximum? Ici, si je prends la dérivée de d de h bar oméga carré sur d epsilon k, ça vaut 2 fois g rho 0 plus 2 fois epsilon k. Donc le epsilon k qui pousse le plus vite, le epsilon k je ne sais pas comment étoile, allez, voilà, il vaut donc valeur absolue de g, g est négatif, je vous rappelle, donc je mets valeur absolue de g rho 0. Voilà. Ou si vous préférez, donc ça c'est h bar 2 k étoile carré sur 2m égale g rho 0. Donc k étoile égale 2m g rho 0 sur h bar avec une racine au numérateur. Ou si vous préférez encore, ça c'est un vecteur d'onde, enfin un nombre d'ondes, donc la période lambda étoile, qui est 2pi sur k étoile, ça va être 2pi h bar sur racine de 2m g rho 0.
Oui, voilà, oui, non, je n'ai rien de spécial à dire. Ça ressemble à ce que j'avais écrit là-bas, mais ce n'est pas le même problème. Donc, je n'ai pas rien de spécial. Voilà, donc, je résume sur la diapo ce qu'on vient de faire. Hein. On a écrit la relation de dispersion pour un nombre d'ondes et une fréquence donnée, qui est écrite ici, celle que j'ai encadrée au tableau. Dans le cas répulsif, c'est toujours stable. Dans le cas G négatif, on a une zone d'instabilité avec cette instabilité maximale pour epsilon k égale G0,0. Voilà. Donc, est-ce que ça, on peut le voir? Eh bien, la réponse est oui. Là, donc, je vous montre une simulation que j'ai faite, là. Donc, toujours la même équation, hein, non dimensionnée. J'ai pris une longueur de 100 en unité réduite, avec des conditions limites périodiques. J'ai mis une petite racine pour alimenter l'instabilité. Donc j'ai pris une fonction d'onde qui valait 1 plus quelque chose de très petit, 10-3 fois cosinus de πx sur L, donc très léger gradient de densité. Et ce que vous voyez, c'est que le temps va de haut en bas, ici. Donc pendant un certain temps, ici, cette chose-là reste bleue, et ce bleu-là, il correspond à une densité de 1, donc il n'y a rien de détectable. Et puis, il y a un moment où l'instabilité a eu le temps de se développer, le puissance plus oméga t devient significatif. Et là, à ce moment-là, ce que vous voyez, c'est que les atomes se regroupent par paquets. J'ai une vingtaine de paquets, ce qui est ce que je voulais. C'est-à-dire que si vous prenez le lambda étoile que j'ai pour mon équation, en fait, il faut tout prendre égal à 1 dans les h-bar et tout ça, les m, les g. Comme la longueur vaut 100, j'attendais une vingtaine de paquets, c'est bien ça qui se produit. Et puis après, ces paquets ont une dynamique très riche. Hein. On peut passer beaucoup de temps à les observer. Vous voyez, de temps en temps, ils fusionnent, de temps en temps, ils se séparent. Enfin bon, c'est une dynamique extrêmement, extrêmement riche et intéressante. Alors, cette chose-là a été vue. Là encore, ça a été dans le groupe de Randy Hewlett au Texas, avec cette méthode de détection non destructive dont je vous parlais tout à l'heure, à contraste de phase. Donc là, ils sont partis d'un gaz très allongé, comme vous voyez ici. C'est la manip qui a servi à faire les collisions de solitons, hein, c'est celle-là. Et puis, donc, ils ont initié l'instabilité dynamique en faisant basculer la longueur de diffusion de plus 3 à 0 à moins 0,18 à 0. Donc, on passe d'un gaz répulsif à un gaz attractif. Et là, ils voient leur gaz se morceler en différents paquets. Là, il y en a une douzaine. Et ça correspond, là encore, à ce qu'on attendait, c'est ce que j'ai appelé lambda étoile, là c'est noté L0, de pi sur K0. Le démarrage de l'instabilité, ici, c'est vraisemblablement sur le bruit présent dans l'expérience. C'est très probablement du bruit thermique. Il peut aussi y avoir du bruit quantique, si on est vraiment à très basse température. Mais de toute façon, cette instabilité finira bien par démarrer. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Alors, une fois qu'on a fabriqué ces gaz, ces solitons-là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui leur arrive? Donc vous avez vu, là, j'avais mis une toute petite instabilité dans ma simulation numérique et on voyait ces solitons qui restaient plus ou moins là où ils étaient créés. De temps en temps, ils allaient voir leurs voisins, ils fusionnaient, mais la plupart du temps, ils restaient dans le paquet. Je peux vous montrer l'image. Là, vous voyez, celui-là, par exemple, il va rester, il vit tout le temps, là, quand le temps s'écoule. Là, vous en avez deux qui fusionnent ici, et puis qui se séparent. Enfin bon. Ça, c'est parce que j'ai mis vraiment très peu de bruit au départ. Hein, j'ai juste mis quelque chose qui était de l'ordre de 10-3 par rapport à la densité moyenne. Après, on peut se demander ce qui se passe quand on met de plus en plus de bruit, de plus en plus d'énergie dans le système. Alors là, je vais donner des résultats numériques qui ont été obtenus par ce groupe-là. Donc là, ils prennent une fonction u de x est de 0 qui est 1 plus f de x, où f de x est une fonction aléatoire avec une statistique gaussienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la manière dont ils choisissent leurs statistiques. Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'ils mettent ici un facteur de normalisation 1 sur racine de q, de telle sorte que la densité moyenne reste égale à 1. Donc le f de x, ils vont mettre de plus en plus de bruit, mais ils normalisent toujours ça à une densité moyenne de 1. Le bruit le caractérise par la variance, c'est-à-dire valeur moyenne de ρ au carré moins le carré de la valeur moyenne, donc je viens de vous dire qu'il valait 1 au départ. Et voilà ce qu'ils trouvent. Donc voilà des exemples d'évolution. Donc là, le temps va de bas en haut. Pour un petit bruit, sigma égale 0,1, ils retrouvent des choses très voisines de ce que je vous ai montré sur ma propre simulation. C'est-à-dire qu'à t égale 0, vous avez quelque chose qui est pratiquement plat, et puis vous faites des paquets à cause de l'instabilité multidimensionnelle, et chaque paquet
va rester plus ou moins là où il a été créé, éventuellement en allant voir son voisin, mais pas plus. Et puis quand vous augmentez le bruit, eh bien là, vous commencez à voir apparaître des structures qui se déplacent, comme celle-ci, c'est-à-dire que celle-ci part du centre, et puis au bout d'un temps de l'ordre de 100, une unité réduite, elle arrive sur le bord. Et puis si vous mettez encore beaucoup plus de bruit, sigma égale 0,9 ici, là vous voyez apparaître vraiment des solitons qui bougent, c'est-à-dire que là on est dans un régime où il y a vraiment beaucoup d'énergie mise dans le système. Donc vous avez des solitons qui bougent, qui peuvent collisionner, là vous avez un exemple de soliton de collision. Donc ça c'est vraiment une structure de gaz de soliton qui peut être étudiée avec des outils liés à la turbulence. Les gens parlent de turbulence intégrable, parce que là on est dans une situation, encore une fois, d'une équation intégrable, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Donc les gens parlent de turbulence intégrable pour essayer d'étudier ces systèmes. Et ça donne naissance à des statistiques qui, à mon avis, mériteraient d'être plus étudiées. En tout cas, je n'ai pas trouvé dans la littérature de traitement analytique de ce que je vais vous décrire dans un instant. C'est la distribution en intensité dans ces systèmes. Ce que vous avez ici, c'est la probabilité de trouver à un instant donné et à un endroit donné une densité ρ. Alors, au départ, je vous rappelle, on a pris une valeur moyenne de ρ qui vaut 1. Hein. Et là, vous regardez la probabilité de trouver ρ qui vaut 10, par exemple. C'est cette fonction-là, P de ρ. Alors, la courbe rouge, là, c'est ce qui correspond à un petit bruit. Vous trouvez une loi pour P de ρ qui est plus ou moins la loi exponentielle. P de ρ égale puissance moins ρ. Ça, c'est une loi bien connue quand vous étudiez en optique ce qu'on appelle les tavelures, le speckle d'un faisceau laser, les interférences. Eh bien, la distribution d'intensité dans un faisceau avec des tavelures, c'est précisément cette loi exponentielle. La probabilité de trouver une intensité I, c'est puissance moins I, avec la normalisation correcte. Mais quand vous allez vers des densités de bruit plus grandes, donc d'un sigma plus grand, 0,5 et encore plus 0,9, vous y apparaître ces très longues queues là, qui sont encore une fois, qui rappellent les vagues scélérates, c'est-à-dire que quand vous avez dans ce régime-là, eh bien, si vous regardez la probabilité d'avoir une intensité 15 fois la valeur moyenne, eh bien, elle ne vaut pas du tout et puissance moins 15 comme si vous avez un petit bruit, mais elle vaut quelque chose qui est 100 fois plus grand ou 1000 fois plus grand. Ça reste faible, hein, on est dans les 10-4, mais néanmoins, c'est considérablement augmenté. Voilà, et donc ça, c'est un résultat qui est remarquable, c'est un résultat numérique. Je n'ai pas trouvé dans la littérature de prédiction, enfin de courbe analytique, de prédiction analytique pour cette forme de distribution P de ρ. Donc si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire, je mettrai la référence dans les notes de cours. Pour moi, pour l'instant, ça reste numérique, mais je trouve que ça mérite une étude. Voilà, donc je vais bientôt m'arrêter. Vous avez probablement vu que dans l'illustration que j'ai mise pour ce cours, j'ai mis cette magnifique gravure d'Okusai, qui est extrait d'une série qu'il a fait sur le mont Fuji, où vous voyez cette grande vague, hein, c'est une image célèbre, vous voyez cette grande vague-là. Alors, on ne sait pas si ce que Okusai a voulu représenter, est-ce que c'est une vague scélérate, est-ce que c'est un tsunami, qu'est-ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des bateaux ici qui sont en mauvaise posture. Et je cite 2 articles ici, sortis dans les Proceedings de la Royal Society, dans lesquels les auteurs disent que ça a toutes les caractéristiques d'une vague scélérate, et à l'appui de ça, il y a cette photo d'une vague prise dans l'océan Arctique, donc ce n'est pas à côté du mont Fuji du tout, hein, c'est plein milieu de l'océan. Je vais peut-être couper la lumière pour que vous voyez mieux cette belle photo. Je pense que c'est un bel exemple de vague scélérate, c'est une vague qui fait entre 6 et 8 mètres de haut, beaucoup plus haute que toutes les vagues qui sont autour, et qui ressemble quand même étonnamment à la gravure d'Okusai. Voilà. Bon, je m'arrête ici. Merci beaucoup.